Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapprochement Ciné Critique, je vais vous parler d'une nouveauté, mais je ne suis pas dans la Melon Mobile. Ah, j'aurais pu parce qu'il fait pas trop froid, mais ce film, tout simplement, je ne l'ai pas vu au cinéma, mais bel et bien sur la plateforme Netflix, puisqu'il s'agit du troisième volet, non pas de la saga, mais plutôt de la franchise Knives Out, à couteau tiré, rappelez-vous, hein, ce premier qu'on a eu sur grand écran en 2019. Ensuite, il y a eu Glass Onion en 2022, bien moins bon sur la plateforme. Est-ce que c'était l'effet streaming ou pas? Non, je pense que c'est tout simplement moins réussi. Qu'en est-il donc de ce troisième opus intitulé Wake Up Dead Man, une histoire à couteau tiré, ou Knives Out et Mystery pour le sous-titre anglophone? Ben oui, on inscrit ceci donc dans une idée de continuité, même s'il n'y a qu'un seul protagoniste qui revient dans des histoires qui ne sont pas en lien, le fameux détective Benoît Blanc, joué par Daniel Craig. D'ailleurs, Rian Johnson, son réalisateur et scénariste, chapeauteur du projet, aurait aimé appeler ça Benoît Blanc Mystery, mais bon, Netflix a décidé de cachetonner sur le nom du premier métrage. Tout autour de Daniel Craig, comme dans les précédents, donc des acteurs et actrices différents, mais très bankable, il y a beaucoup d'argent là, probablement, qui sont passés dans les salaires. On retrouve Josh O'Connor, oui, loin de son rôle dans Challengers, qui joue un jeune prêtre qui va débarquer quelque part en Nouvelle-Angleterre, peut-être pour seconder, voire plus si affinité, le monseigneur local, un prêtre qui se la pète. On reviendra sur ce personnage, interprété par Josh Brolin, tandis que la paroissienne, un peu la bonne du curé, comme chanterait l'autre, est jouée par Glenn Close, un rôle un peu, alors peut-être pas à contre-emploi, mais quand elle apparaît, parce qu'elle apparaît vraiment dans un des gags du film, on la reconnaît à peine, mais très vite, on voit son talent. Citons aussi les présences de Mila Kunis qui joue la commissaire de police, pas un personnage qui est très marquant en soi, hein, tout comme d'ailleurs celui de Kerry Washington, une avocate. Andrew Scott est là, et il ne joue pas un prêtre comme dans la série Fleabag, non, il aurait pu être le troisième, du coup non. Là c'est un auteur plus ou moins en science-fiction, au mystère, à succès. Et citons aussi la présence de Thomas Hayden Church, Jeffrey Wright, qui est là un peu au début, c'est lui qui envoie le jeune prêtre, j'allais dire au casse-pipe, mais presque. Je sais plus, oui, Daryl McCormack, oui, et là aussi, alors lui, c'est un rôle très intéressant, une sorte d'influenceur politicien qui essaye de manger à tous les râteliers sans vraiment y croire, pour surfer sur le buzz. Kaylee Spaney, et oui, elle est là quand même, une actrice qui a le vent en poupe ces dernières années, qui joue une violoncelliste qui a un problème malheureusement de handicap. Et je garde pour la fin quelqu'un qui pose problème quand même, hein, là, dans sa vie privée, dans ce qu'il a pu faire et dire récemment, mais il est là. Jeremy Renner. Voilà, on va pas aller plus loin sur son cas. Tout ce moment, donc, quelque part, donc, dans cette Amérique profonde, si vous voulez, dans un endroit qui est plutôt jugé progressiste politiquement, mais c'est un peu, quelque part, une paroisse reculée, qui est sous le joug vraiment de ce prêtre local qui a ses ouailles, là, sa congrégation limite à sa botte, ou presque. Enfin, cette idée, il organise des book clubs d'accord avec la paroissienne bonne du curé, etc. Mais on sent qu'il règne un petit peu localement comme une sorte de prêtre sectaire qui ne veut pas laisser trop de place. En plus, il a un héritage familial avec cette très belle église un peu néo-gothique. Et là, j'ai envie de citer le chef décorateur, un certain Rick Hendricks, qui a travaillé pour Johnson sur Glass Onion, mais dans un style très différent. Mais avant, il a été beaucoup là pour le cinéma de Tim Burton, notamment Sleepy Hollow. Bah, vous voyez, il y a quelque part une idée. D'ailleurs, bon, petite parenthèse dans la parenthèse, Rian Johnson, il a récupéré à peu près son équipe type, notamment son monteur attitré, son chef-op Steve Yedlin, et aussi son cousin à la compo, Nathan. Et donc, bon, ce prêtre-là... Il y a un jeune qui débarque parce que lui, il est dégagé de là où il était parce qu'il a frappé un autre prêtre. Enfin, c'est un ancien boxeur, voilà, il a la trentaine, il est un peu rebelle. Je ne sais pas s'il a la trentaine, mais on va partir du principe ou la vingtaine, mais bon. Et donc, il doit s'installer là, il est sanctionné et envoyé à un endroit où, visiblement, l'archevêque local, là, joué par Jeffrey Wright, dit qu'il va souffrir, parce que c'est vrai que ce monseigneur Josh Brolin, là, il en impose. Et alors, très vite, entre les deux, une petite rivalité va s'imposer, avec des confessions très bizarres, où on voit qu'il joue avec sa patience, le vieux prêtre, enfin, le prêtre âgé avec le jeune. Mais il va y avoir un meurtre. Parce que oui, évidemment, à couteau tiré et sa saga, ce sont des whodunit. Donc, mystère, qui a tué qui, quoi, que, comment. Je ferai peut-être une zone spoiler très vite, parce que c'est quand même un peu l'idée.
Benoît Blanc débarque. Benoît Blanc doit savoir ce qui s'est passé avec, bien sûr, la police qu'il a appelée là. Et il est embêté, notre jeune prêtre, parce que, voilà, Josh O'Connor, il n'est pas connu, il vient de s'installer. Alors, il y a quand même quelques mois qui se passent, on entend sa voix off, c'est son point de vue, et une sorte d'histoire racontée. Il y a beaucoup de points de vue et de racontage d'histoire dans ces occurrences de Knives Out. Eh bien, il va être le suspect numéro 1. En plus, tout porte à croire que ce serait vraiment lui, le criminel. Mais derrière, d'autres mystères vont se mettre en place, avec ambiance locale un peu nocturne de cette cathédrale néo-gothique et autres miracles potentiels, parce qu'on va jouer aussi sur les codes de la religion et des croyances, de toute forme de croyance ou de non-croyance aussi. C'est un film qui va entrechoquer, c'est du déjà vu en soi, hein. Le côté un peu divin, on ne sait pas trop. Et la raison, et la morale, mais autre, pas religieuse, menée par un Benoît Blanc totalement athée, et qui va essayer de démêler un petit peu les trucs là, mais il va aussi découvrir quelques passés troubles. Donc forcément, comme d'habitude, tout le monde peut être coupable. C'est un cluedo qui va se mettre en place, avec ambiance un petit peu... c'est un peu presque néo-folk, quoi. Folk horror si on veut. Oui, il y a des emprunts... pas forcément folk horror, mais à l'horreur un petit peu de ce style-là. À certains moments, quand on va y avoir des choses, ou des faux semblants, ou peut-être des manipulations qui nous feraient croire à des trucs spirituels. Alors, qu'en pensez de ce film? Déjà, c'est long. Alors, je pense que pour celui-ci, c'était pas la peine de faire durer les choses. Alors, sans le générique final, ça fait 2h17. Il y a des moments où on voit que Rian Johnson ne sait pas quoi faire avec certains personnages. J'ai un doute en fait sur certaines potentielles réécritures et tout, parce que honnêtement, par exemple, le personnage de l'avocate joué par Kerry Washington, c'est très pauvre. La flic, elle est là parce que juste elle est flic, mais pourquoi caster quelqu'un de connu comme Mila Kunis par exemple pour faire ça? Il a ramené... Enfin, vous voyez, il y a un truc. Des fois, c'est du surcasting pour pas grand-chose. Et après, il y a des promesses qui sont plus ou moins tenues, mais bon, le focus va se faire sur les deux prêtres, bien sûr, sur le personnage de Glenn Close, qui est exceptionnel, parce que voilà, c'est l'actrice qui tue dans le film, on va dire frontalement, et elle captive. Quand je dis qu'elle tue, c'est que c'est elle qui tue les autres, en gros, avec son talent, mais quand même, les autres ne sont pas, bien sûr, en retrait pour autant. Daniel Craig, toujours très efficace en Benoît Blanc. Josh O'Connor, très bien dans ce rôle-là. Josh Brolin, il fait ce qu'il a à faire pour vraiment ce prêtre un petit peu détestable, là, qui se prend d'ailleurs pour une sorte de dieu, en fait, local, avec ses prêches très étranges, très vengeurs, très... Ouais, et puis son attitude très machiavélique. Mais alors, Glenn Close, elle est très drôle, et à la fois, elle fait un peu pitié sur certains points aussi, par rapport au fait qu'elle soit très soumise, comme ça. Bon, elle est dans la foi, très très pieuse, mais on voit qu'il y a quelque chose qui la dépasse par rapport même à la croyance, et ce monseigneur... Bon, oui, il y a ce côté malsain d'une petite communauté là qui est vraiment dominée. Et justement, voilà, le verre est dans le fruit ou pas, ce jeune qui débarque, en plus, il a punché un autre prêtre, donc de toute façon, déjà, il est un petit peu rebelle. C'est très très intéressant ce choc-là. Et le choc, donc, j'en reviens à cette thématique principale, entre on va dire, scientifique détective, si vous voulez, qui est complètement éloigné de tout cela, et justement ce prêtre-là, qui va être forcément potentiellement le coupable tout désigné, mais Benoît Blanc, il sent que c'est plus complexe. Il va même le prendre en tant que bras droit pour continuer son enquête. Il y a un truc assez bizarre là, et il y a une très belle alchimie avec Daniel Craig, entre Daniel Craig et Josh O'Connor pour le coup. C'est assez intéressant et c'est bien écrit. C'est-à-dire que Rian Johnson, on voit qu'il a eu peut-être quelques complications avec certains protagonistes, mais sur les principaux, il est au top. Voilà, donc là, il faut le signaler, mais c'est presque dommage que finalement, bon, on comprend pourquoi ils sont là autour. Notamment l'influenceur machin, là, qui en est une caution satirique sociale. C'est très johnsonien, c'est très dans la lignée des précédents. On tape sur une forme d'élite, sur une forme de gens qui veulent profiter d'un système pour, on va dire, faire leur petit truc. Ça tape encore sur quelque chose dans l'ordre du capitalisme aristocrate, ici religieux, trop dominateur. Vous voyez ces trois films-là, ils ont cette ligne directrice. Dans le premier, bah oui, c'était les riches. Hein. Et puis il y a une dame domestique infirmière, c'était dans le premier, qui se fait un peu exploiter et qui va ce film va l'émanciper. Dans Glass Onion, c'est que des riches, machin, et puis bon, il y en a une qui s'est fait voler son brevet, puis il y a une vengeance en cours. Là, bon, c'est le joug suprême. Donc c'est une autre facette de la domination à l'américaine, ici, par, on va dire,
le surplus religieux. Et de l'autre côté, il y a le personnage de Josh O'Connor qui est le prêtre plus respectable quand même, malgré le fait que potentiellement il ait fait des choses pas respectables. Donc il y a ces dualités-là qui sont passionnantes. C'est un film qui joue sur ces dualités, ces faux semblants, ces manipulations et ces réflexions sur la place sociale qu'on peut avoir, nous, face à certains faits, certains problèmes. Bon là, évidemment, dans un contexte très américain, avec une lecture moderne, hein, post-moderne même, de certaines choses, parce que ce politicien influenceur, là, on en a partout. Hein. Il y a même un côté trumpiste, là, peut-être dans une approche de domination globale. On sait que Ryan Johnson, il est plutôt du côté démocrate, ça n'en fait aucun doute. Peut-être pour ça qu'il n'est pas très apprécié de certains cinéphiles ou autres du métier, du milieu, qui sont plus... qui pensent plus vers le côté conservateur, voire vers la droite. Oh là là, je dis des mots ici. Non, mais plus sérieusement, on le sent. Là, la patte, elle est respectée. Et puis Benoît Blanc, il a toujours ses attitudes. Quand il va essayer de faire des scénarios sur ce qui a pu se passer par rapport à la mort, comment ça se fait, un huis clos, est-ce qu'on rejoue ici du Agatha Christie, ou pire encore, incroyable, meurtre impossible, façon meurtre dans la rue Morgue d'Edgar Allan Poe. Ces livres d'ailleurs, beaucoup de ces livres sont cités, et d'autres aussi affinités, notamment à travers ce book club là. Alors ça en est presque drôle, parce qu'il y a une réflexion méta ici de l'enquête, que certains livres auraient pu inspirer le meurtre, pourquoi pas, et aussi une réflexion sur la création directement, dans tous les sens du terme. Il y a même Netflix qui est cité à un moment, il l'avait fait sur le premier film, parce qu'il y avait un auteur aussi célèbre, là, un patriarche qui venait de mourir, qui refusait les adaptations parce qu'il avait peur, entre autres, que ça finisse sur Netflix. Et à l'époque, c'était pas Netflix, un couteau tiré. Donc là, on ravive une blague, peut-être qu'elle avait une aussi dans Glass Onion, je me souviens plus. Donc c'est très efficace sur ce que ça doit proposer, malgré quelques longueurs. J'ai esthétiquement préféré cette ambiance-là, et globalement, l'ensemble à Glass Onion, mais c'est quand même en dessous, voilà, du premier Knives Out selon moi. Mais un petit upgrade, quand bien même il y a plus de défauts sur l'écriture donc de certaines situations et de personnages. Par rapport à un Glass Onion, on pouvait dire ce qu'on veut, et je trouve que ça tombait un peu à plat, mais il y avait quand même un travail très satirique hein, sur les personnages, peut-être trop, c'était trop dans le surtrot, dans une même veine de personnages un peu détestables. Là c'est un peu plus nuancé, mais malheureusement tous ne sont pas logés à la même enseigne dans, on va dire, leur exploitation. Et puis ce qui fait donc la force du film aussi, c'est l'ambiance, les décors. Il y a des moments donc très spéciaux. Le titre dit beaucoup de choses, hein. Wake Up Dead Man, on va imaginer, il y a une crypte potentielle, imagination de résurrection ou de croyance qu'on pourrait. Est-ce que finalement le meurtre était vraiment un meurtre? Est-ce que ça va être le seul meurtre du film? Est-ce qu'il y a un coupable ou plusieurs? Est-ce qu'il y a une manipulation? Tous aussi ces questions sont posées, c'est normal dans un whodunit. Nous, même spectateurs, on essaye de dénouer le vrai du faux. Et spoiler, allez, bon, je vais pas tout raconter non plus, mais il y a quand même une idée. Alors déjà, la victime, c'est le prêtre, joué par Josh Brolin, qui en gros a en plus une idée derrière... c'est son endroit, quoi. Il a pris possession des lieux parce qu'il y a le grand-père, etc., qui aurait remporté avec lui, c'est le cas de le dire, sa fortune. Il s'avère que c'est un diamant, et en effet, il l'a avalé, il en est mort pour que personne le récupère. Et la jeune fille qui a été témoin de cela, c'est la paroissienne, la bonne du curé, là, que l'on voit, qui a voulu défendre ce secret coûte que coûte pour garder les lieux intacts, etc. Sauf que Josh Brolin, il hérite plus de sa mère, qui est la fille du grand-père, hein, si vous me suivez, qui elle était prise d'une folie, on sait pas trop là, par rapport à retrouver ce trésor et tout. Alors c'est vrai que les personnages féminins du film sont pas très bien, très ouais, bon, peu importe, ça fait un peu cliché, surtout sur la mère du personnage, qui a hérité de cette envie-là, et donc son fils qui hérite aussi de l'idée de grandeur, qu'il a déjà d'ailleurs avec son poste de monseigneur, un prêtre qui prétend se masturber, qui dit ça en confession, mais en fait il peut pas, hein, physiologiquement parlant il peut plus. Il y a des mensonges sur mensonges, et lui il arrête pas, il fait du blasphème même dans ses prêches, hein, si vous voulez. Bref, c'est un prêtre qui avec une main de fer là, sur tout le monde, mais alors, sur le plan de la religion, hein, on repassera. Hein. C'est pour ça que c'est assez bizarre, il y a des décalages qui se font là, ça en est drôle, avec cette paroissienne du coup qui débarque en mode jumpscare quasiment, ou des moments où on parle d'elle, elle est là,
Ça, j'aime beaucoup, parce que là, il y a un travail de montage, et on voit que Rian Johnson, il maîtrise, et il a son équipe avec lui. C'est-à-dire que dans le rythme, le film est assez irréprochable, à part quelques moments donc, de longueur, mais je pense que c'est surtout des situations qui traînent, qui étirent les choses pour pas grand-chose, en fait. Finalement, le film presque souffre de sa grande qualité, c'est le moment un peu mystérieux, le miracle de la résurrection du personnage de Josh Brolin, mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est une manipulation de déguisement de machin et tout, pour confondre le meurtrier ou non, pour récupérer le diamant ou pas, dans la crypte du grand-père qui est enterré là. Oui, c'est vrai que sur ce plan-là, en fait, ça peut paraître too much et un petit peu trop tiré par les cheveux, mais c'est là où la forme du film est exceptionnelle, et elle raconte aussi cette perte de repères dans un mysticisme, de croyances bizarres qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont ni queue ni tête, et finalement les gens se font manipuler, nous spectateurs un petit peu aussi, et peut-être par celle qui, en apparence, croirait le plus, qui en fait, voilà, c'est un peu du faux semblant aussi, mais qui croit tellement qu'elle elle veut tellement protéger les lieux que c'est elle qui a tout fait, quoi, qui est pratiquement celle qui tire les ficelles, donc notre chère Glenn Close. J'ai failli faire un spoiler sans le vouloir tout à l'heure en disant qu'elle tuait. Non, enfin, le pire c'est que je pensais pas révéler ainsi que c'est elle la tueuse. Enfin, c'est compliqué. Mais c'est passionnant parce que finalement le film, c'est le seul personnage féminin super bien traité du film. Je suis déçu aussi du personnage de la violoncelliste, alors qui représente cette possibilité de miracle qu'elle n'atteindra jamais, mais il y a une émancipation à la fin. Une fois libérée de ce joug, elle arrive quand même à jouer de son violoncelle, même si c'est pas encore ça, mais c'est par la volonté, sa propre volonté. Il y a ses idées, mais c'est un petit peu juste là, arrivé au bout. Il n'y a rien qui est vraiment très détaillé avant. Et c'est un peu... voilà, il y a l'idée aussi de cet influenceur là qui essaye de surfer sur le truc, qui offre un autre point de vue, parce que c'est des films de point de vue. Il y a la narration du personnage de Josh O'Connor, il y a celui-ci là qui essaye d'avoir des scoops, machin, il y a l'autre qui veut écrire son bouquin par rapport à tout ça, et il y a le personnage de Glenn Close qui va raconter aussi. Et puis à un moment on a des flashbacks, par exemple il y a ce book club où il y a le prêtre Josh Brolin qui dit des trucs et tout, et débarque le jeune. Ben, on voit cette scène avant, juste du point de vue du jeune qui débarque au milieu et qui ne sait pas trop de quoi ça, qu'est-ce qui était dit et tout. Bon, que notre cher Monseigneur ait eu un fils caché avec une femme dont on ne sait pas, il le dit lui-même, en gros il s'en fout, qui est là, et donc ce fils caché, c'est cet influenceur-là qui pourrait être l'héritier bizarre, là. On voit que finalement, dans l'ADN de cette famille, il y a quand même des problèmes. Bon, ça fait un peu déterminisme et compagnie, tout ça, mais dans une idée de whodunit un peu décalée, pourquoi pas. Et reste notre personnage de Benoît Blanc, qui brille sur certains moments, où il va se transformer en prêcheur, un moment. On a l'impression qu'il est à un endroit et puis il est à un autre après. Là aussi, le montage est assez savoureux, ou la façon de filmer à la position des personnages. C'est vrai qu'il est presque sous-exploité, Daniel Craig, à faire le personnage de Benoît Blanc, mais quand on y pense, Benoît Blanc, c'est le fil rouge de ces trois intrigues, mais on s'intéresse presque tout autant à des personnages autour. Et le voir là agir, on essaye toujours, on espère, pardon, en savoir plus peut-être sur ce monsieur ou pas. Hein. On sait un petit peu comment il vit sa vie privée grâce aux deux. Avec le personnage de Hugh Grant qui débarquait à un moment. Et là, on apprend, alors sa famille, c'est compliqué, les relations avec sa mère, on sent qu'il a été élevé dans la foi, mais qu'il en est très vite sorti, pour peut-être des raisons très personnelles aussi, par rapport à ce qu'on apprend dans le 2. Alors, je ne vais pas redire ce qu'on apprend dans le 2, ou indirectement, si vous ne l'avez pas vu, parce que finalement, vous avez pu découvrir ce Wake Up Dead Man sans avoir vu Glass Onion, et même peut-être le premier à couteau tiré. Mais voilà, donc il y a quand même des moments où il y a des joutes verbales et des joutes de performances d'acteurs, surtout pour Daniel Craig, Glenn Close, Josh O'Connor, je vais y arriver, et Josh Brolin. En même temps, il y a deux Josh, il y a Glenn O'Connor, voilà. Heureusement qu'il n'y a pas Sarah O'Connor, parce que sinon, hein, Sarah Connor, bref, je ferme la zone spoiler. Je l'ai fini n'importe quoi, comment la zone spoiler, c'est pas grave. Rien que pour ça, vous devez voir le film et revoir la zone spoiler. Donc, si vous avez juste sauté celle-ci pour la conclusion. Non, voyez-le quand même, ce Wake Up Dead Man à couteau tiré. C'est pas non plus quelque chose qui rentrera dans les annales de 2025, mais c'est efficace. Il y a quelque chose qui a une forme de... Voilà, c'est toujours ludique, hein, whodunit. Quand c'est bien réalisé, comme le fait Rian Johnson, il y a... Voilà, on aurait aimé voir ça en salle. Encore une fois, je le dis, mais c'est pas grave. Certains ont eu quelques séances spéciales, je crois, notamment aux États-Unis ou peut-être dans d'autres pays, mais chez nous, non. Et il y a une efficacité globale, disais-je, qui parfois s'étire un petit peu trop pour ce que ça veut,
faire. Ça peut tenter un peu trop le spectaculaire par moment, mais quand ça le tente, ça rentre dans la thématique globale de la croyance et ça permet quelques imageries assez fascinantes sur certains points. Hein. Il y a même des moments à deux doigts d'apparitions un peu spectralo-fantasmées, où on voit que Ryan Johnson joue sur pas mal de choses. Voilà. On sait que son réalisateur préféré, comme ça je le dis au hasard, c'est Federico Fellini. Alors vous allez me dire complètement rien à voir, vous allez me dire non mais voilà, il y a des petits trucs où je indirectement je me suis dit ah oui, je me suis rappelé de ça. Et du coup, oui, mais après, ça restera pas non plus dans la durée. Après, si vous êtes fan de ces jeux, oui, romans policiers, films policiers, ouais, je sais pas, moi personnellement, j'ai pas trop été surpris par les révélations en tant que telles. Ça joue pas non plus sur le mystère du suspense trop, c'est plus sur les ambiances et les enjeux dans le sens où on voit cet héritage là, il y a quelque chose qui dit des trucs sur l'Amérique et sur les gens qui veulent trop dominer. Que ce soit. Alors, ça, c'est ça l'histoire des trois à couteau tiré de toute façon. Là, on est plus sur l'aspect mainmise religieuse, locale. Ce gars-là, joué par George Brolin, se prend pour vraiment le divin de cette contrée, de ce comté-là. Et débarque la jeunesse rebelle qui peut-être a du mal à s'installer, mais finalement peut-être pourra être émancipatrice malgré le fait qu'elle aussi, elle est un peu de mal en elle. Donc il y a très, très bon travail sur le personnage de Josh O'Connor. Donc voilà, puis bon, si vous aimez Daniel Craig, il est toujours très très bon, un très bon acteur qui se fait plaisir dans les films qu'il fait, ça se sent, tout simplement. Et il est content de jouer ce rôle-là. Je pense qu'il y en aura d'autres, des films à couteau tiré, ou peut-être qu'il y en aura un jour, il sera vraiment centré au final sur Benoît Blanc, parce que pour l'instant, pas tant que ça. Peut-être qu'un jour on y arrivera. Voilà, une sorte de spin-off en direct. Bon. À vous la parole en commentaire. Dites-nous là si vous avez apprécié ce Wake Up Dead Man sur Netflix. Oui, j'en parle là en improcédé critique parce que impossibilité ou pas des bonnes horaires de voir d'autres films qui m'auraient intéressé cette semaine et pas de résurrection de Megan. Je ne vais pas me répéter, mais je suis là encore à travers de la gorge. Mais voyez l'Animal Totem dont j'ai parlé mercredi, parce que pour le coup c'est un film aussi assez sympathique et qui a des choses à dire et à défendre au cinéma. Allez, je vous attends en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao.